Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, Alors attendez, je vais prendre ma caméra, j'arrive pas à le redémarrer. Hop. Est-ce que vous me voyez? oui, Ok, parfait. Bon, vous allez bien? Les vacances de Noël se sont bien passées? oui, ça va, vous? Ça va. Vous en êtes où du coup un peu dans vos cours là, le dernier? Est-ce que du coup j'ai vu que là c'était un nouveau chapitre? Vous avez eu l'examen sur le chapitre qu'on avait vu ensemble la dernière fois? Oui, Ça s'est bien passé? oui, Ok. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? oui, oui, Alors, ça marche. Donc là, moi, j'ai refait, comme on avait fait sur les derniers cours, en fait, quand vous m'envoyez, je reprends ce que vous avez écrit en cours et j'essaie de l'expliquer avec un petit peu d'autres formulations pour que vous compreniez bien et qu'on s'arrête sur ce que vous comprenez pas forcément. Vous avez bien votre cours avec vous sous les yeux? oui, oui. Ok. Donc, on le garde bien pareil sous les yeux et vous allez voir quand je vais lire mon cours, ça va ressembler beaucoup à ce que vous avez écrit. Si vous avez la moindre question ou quelque chose, et que je ne me suis pas encore arrêtée à ce moment-là, vous me coupez et on en discute. OK? Vous voyez bien mon partage d'écran? Oui, Ok. Donc là, le chapitre que vous allez commencer à aborder, il va parler principalement des caractéristiques génétiques humains et des allèles. Vous vous rappelez un peu dans les chapitres précédents, on avait parlé déjà de ce qu'était un gène, ce qu'était un allèle, ce qu'était un chromosome. Est-ce que là-dessus, ça va ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? non, c'est pas grave. Où est situé l'allèle? Vous me dites qu'il est situé où? Ah, s'il n'y a pas de question, vous devriez savoir. Non, L'allèle, il est situé où? dans le gène. Sûr? Oui, J'ai pas entendu. dans le gène. Ouais, dans le gène. Et il est situé à quel niveau sur le gène? Est-ce que, enfin, c'est correct, mais du coup, maintenant, si on veut venir au gène, qu'est-ce que c'est que le gène? Un chromosome. Ouais, un chromosome, il est fabriqué de quoi? D'aller. D'allèles, mais plus précisément de chromatides, D'ADN. Ah, d'ADN aussi, effectivement. Donc, les chromatides sont les brins d'ADN. Et il y a une ou deux chromatides sur un chromosome. deux. Deux qui sont caractérisés, on va les caractériser en X. Et donc, sur mon X, mes allèles, elles sont placées où, Au milieu. principalement? Au milieu. Ah, en Pas haut. vraiment au milieu, elles sont principalement situées en haut. Enfin, Ah, il y en a sur tout le chromosome. Tout le chromosome, c'est une succession d'allèles. Mais principalement, quand vous les voyez en cours, on va vous dire l'allèle tatata, c'est l'allèle qui est en haut du chromosome. Donc, OK. Donc ça, c'est un petit peu une révision, on va dire. Et juste pour vous expliquer que du coup, ce chapitre-là, il va aborder tous ces sujets-là. Donc il faut bien se remémorer, bien garder en tête qu'est-ce que c'est que l'allèle, le chromosome, les chromatides, etc. Là, dans votre cours, la première partie, il vous parle du gène de mélanine. Est-ce que déjà vous avez compris ce qu'était la mélanine? Il me semble qu'on en avait parlé aussi la dernière fois sur un exercice avec un chat ou un chien de couleur, je ne sais plus. Est-ce que vous vous souvenez? une pigmentation de couleur. C'est Une pigmentation de couleur. Ouais, c'est une pigmentation de couleur, donc c'est un gène en fait qui est à l'origine de la pigmentation de la couleur. Vous vous souvenez, j'avais donné un exemple. Par exemple, je vous ai dit les gens qui avaient des taches, qui ont des taches de rousseur. Vous savez ce que c'est les taches de rousseur? Mm. C'est dû à un excès de mélanine sur ces zones-là et donc ça pigmente. Pareil, tout ce qui va être les grains de beauté, les grains de beauté sur le corps sont aussi dus à des gènes et des excès de mélanine, enfin des gènes de mélanine dus à un excès de mélanine à ce niveau-là du corps. Donc, le gène qui va influencer la mélanine, vous, votre cours aujourd'hui, il parlait sur comment est-ce que la mélanine, elle va influencer la couleur de peau d'un être humain. Donc, couleur de peau ou couleur de cheveux, ça peut aussi influencer la couleur des yeux, mais ça, c'est un petit peu encore différent. Mais la mélanine, c'est surtout une pigmentation de la peau. Ça joue aussi donc un rôle dans la protection de la peau contre les UV du soleil. Est-ce que ça, vous avez compris pourquoi la mélanine, ça joue ce rôle-là? Est-ce que vous l'avez compris en cours ou pas? Non. Non? Donc, Mm. c'est pas grave, on revient dessus, il faut me le dire tout de suite, hein, comme ça on Oui. ne perd pas de temps et j'avance pas dans quelque chose où vous êtes déjà bancal. Donc, Mm. comme on a bien compris, la mélanine, c'est quelque chose qui va pigmenter la couleur de la peau.
ou des cheveux. Vous, là, vous avez un exemple ici qui vous parle, on va le relire aussi un peu plus bas, que dans certaines régions, donc je crois que l'exemple c'était... mince, attendez, je vais remettre votre cours en même temps sous les yeux. Il y avait l'exemple exact du pays. Où est-ce que c'était? Enfin, je ne sais plus le pays exact, mais c'était dans le nord. Donc, on va dire les gens qui habitent dans l'hémisphère nord, ils ont une tendance à avoir une peau qui est plus claire. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Ok. Et en fait, c'est dû au fait que la mélanine, elle va absorber le soleil. Et donc, ça va être une synthèse de la vitamine D sur la peau. Donc, une personne qui a une peau claire va absorber plus facilement la vitamine D et le soleil, alors qu'une personne qui a une peau un peu plus foncée, c'est un petit peu une barrière. Est-ce que jusque-là, vous arrivez un petit peu à suivre? Oui. Sûr? Oui. Ok. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai dit et que j'ai mis en vert ici. Donc, dans les régions où l'exposition au soleil, elle est faible, donc comme dans les pôles, donc les pôles, c'est pôle sud, pôle nord, là où c'est les extrémités où il fait froid, les individus vont avoir tendance à développer des traits physiques comme une peau plus claire. Et donc, c'est ce que j'ai dit, ça va permettre une meilleure synthèse de la vitamine D. Un petit peu plus loin dans votre exercice, vous parlez donc de la migration et du métissage. Est-ce que ça, déjà, la migration et le métissage, vous savez m'expliquer ce que c'est? Est-ce que vous savez ou pas? C'est c'est pas un truc avec les Homo sapiens. Ouais. Essayez de parler un tout petit peu plus fort, parce que comme vous êtes loin, je vous entends pas bien. Oui. Rien. Non, non, rien en fait. Non, en fait, c'est pas. Vous savez pas. Donc, la migration, on va en parler juste un petit peu après, mais c'est déjà des choses que normalement vous devez connaître. Vous en avez parlé forcément en géographie ou en histoire, où c'est le fait qu'il y a un peuple qui aille dans un certain pays d'une région, enfin dans une certaine région ou dans un certain pays. Ça, c'est la migration. Après, on va voir tout de suite, enfin, on va voir un petit peu plus loin le lien qu'il y a entre la migration et le fait que ça soit de la science et donc de la génétique. Et le métissage, c'est le fait qu'il y a un mélange entre deux origines, je le mets entre guillemets, mais deux origines différentes. Par exemple, une personne européenne qui va avoir un enfant avec une personne d'origine africaine, ça va donner lieu à un métissage. Est-ce que vous comprenez? Ok? Oui. Pareil, je dis quelqu'un qui, même que ça soit, on va dire, la Hollande, vous voyez où c'est? Ou la Oui. Belgique, enfin des pays, on va dire, du Nord, comme ça. Ils vont avoir un enfant avec quelqu'un d'origine portugaise ou espagnole, c'est aussi un métissage. C'est en fait le fait d'avoir des enfants avec des personnes qui sont d'origine différente. Ok? Ça s'appelle le métissage. Donc, c'est l'exemple que vous avez aussi ici, où on vous dit que les premiers représentants de l'espèce humaine, donc les Homo sapiens, ils ont migré. Donc, imaginons, alors je ne sais plus en histoire où est-ce qu'ils se développent les Homo sapiens, mais on va dire, on va dire que le monde, c'est que la France, comme ça, on ne va pas se perdre. Imaginons que les Homo sapiens, ils ont apparu à Paris et ils ont agrandi, on va dire, leur territoire, et donc, du coup, ils se sont reproduits entre eux, et Paris est trop petit pour garder tout le monde, donc après, ils migrent dans les pays autour de Paris, enfin sur la France, et donc c'est ce qu'on appelle la migration. Et de ce fait qu'ils aient migré entre eux, ça a donc acquis des allèles avec des gènes de mélanine. Donc, par exemple, quelqu'un qui va migrer, comme je vous ai dit, vers Lille et quelqu'un qui va migrer vers Marseille, l'allèle du gel de mélanine, il va être différente parce que l'exposition au soleil à Lille et l'exposition au soleil à Marseille est différente. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, quand la peau va être habituée à recevoir beaucoup de soleil, ça va créer des gènes, enfin, ça va avoir un impact différent sur la création de mélanine entre quelqu'un qui est du sud et quelqu'un qui est du nord. Donc, quand il y a un excès de gènes de mélanine, ça va donner un phénotype peau claire. Phénotype, vous vous rappelez ce que ça veut dire? Différence entre génotype et phénotype. Qu'est-ce que c'est, les- Essayez de vous rappeler. Un génotype. Qu'est-ce que c'est que le génotype?
Vous vous souvenez pas? Non. Le génotype, c'est ce qui va, c'est ce qui va apparaître sur le gène en lui-même. C'est-à-dire, c'est plusieurs caractères qui vont avoir lieu sur le gène. Alors que le phénotype, c'est un seul caractère qui est présent sur ce gène, le phénotype. Peau claire, c'est un seul phénotype. Alors que si je vous disais que c'était une peau claire avec des yeux bleus sur une personne avec des cheveux blonds, on parle d'un génotype parce qu'on a plusieurs gènes sur ce même, on a plusieurs génotypes, plusieurs phénotypes, pardon, sur ce même gène. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. C'est important que vous le notiez, hein, de bien apprendre la différence entre un génotype et un phénotype, sinon vous allez vous embrouiller sur la suite et pour les évaluations, ça risque d'être compliqué. Donc, bien retenir cette différence-là. Donc, pour continuer, après, on nous dit que les allèles, donc, ils ont été transmis aux Homo sapiens grâce au métissage avec les Néandertaliens. Les Néandertaliens, c'est un autre peuple. Donc, c'est comme si, on va dire que les Français se rencontrent les Italiens et donc, par reproduction entre eux, ils créent un métissage. D'accord? C'est l'exemple un peu avec tous les autres pays que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc, là où je veux en venir, c'est donc on a la migration qui va permettre de dire si oui ou non il doit y avoir une accumulation de gènes de mélanine, et le métissage, il va mélanger les deux pays, enfin les deux origines. Est-ce que là-dessus, vous comprenez bien? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Ok. On continue. Là, on est toujours hein, dans le grand 1 de votre exercice. On doit être au même niveau. Normalement, moi, j'ai mis explication. Je ne sais plus si vous, c'est écrit aussi explication. Vous, c'est comment l'expliquer. On arrive à ce stade-là sur votre cours. Donc, l'explication, c'est que les allèles qui vont être influencés, enfin, qui vont influencer les traits. Donc, rappelez-vous, les traits de la mélanine, c'est quoi? La mélanine, Bleu. elle influence quoi? Bleu. La couleur de quoi? Les yeux, les cheveux, de la peau. Ok, donc exactement. Donc les allèles, ils influencent ces traits-là. Ils sont plus fréquents dans les régions qui sont proches des pôles. C'est ce qu'on a dit juste avant. Et là, votre prof, il vous a donné un exemple en vous disant qu'en Espagne, on retrouve 25% des personnes à la peau claire sur 100. Ça, c'était un exemple qu'il vous a donné ou c'est un exemple que vous avez tiré d'un document? D'un document. Ok, oui, parce que comme moi, vous ne m'avez pas envoyé le document, je l'ai juste pris avec le cours que vous aviez. Donc c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses parce que comme je ne savais pas si c'était une source exacte, je l'ai préféré mettre entre parenthèses. Mais donc, ça vous explique juste, donc je pense qu'avec votre diapo, enfin votre mince, document, c'était un graphe, c'était quoi? C'est un graphique. Ok, donc normalement, vous avez dû bien le voir sur une échelle, donc ça se comprend. Et il y a aussi un autre exemple que je vous ai trouvé, c'est que en Europe du Nord, donc là j'ai pris la Scandinavie. La Scandinavie, c'est tout ce qui va être vraiment très proche du pôle Nord, on va dire. Il y a une présence forte avec des personnes qui ont la peau claire, aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Donc, est-ce que vous arrivez à me déduire et me dire pourquoi est-ce que en Scandinavie, les personnes, la population est beaucoup plus présente avec des cheveux blonds, des yeux bleus et une peau claire? C'est différent de UV du soleil. Ouais, c'est dû aux UV des soleils, exactement. Donc, ça va être dû à la présence donc, d'allèles spécifiques et de gènes de mélanine qui vont être dus au fait qu'il y ait les rayons du soleil. Ça va aussi permettre une meilleure synthèse de la vitamine D dans les régions où il y a une faible exposition au soleil. La vitamine D, vous savez ce que c'est? Oui. Vous m'avez dit oui? Oui. Ok. Donc, je reviens pas dessus, on va dire que c'est bon. J'ai mis un attention ici parce qu'une personne qui a une peau foncée dans un pays du Nord, c'est juste pour que vous compreniez, elle sera donc plus susceptible d'avoir des carences en vitamine D. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Non. Non. Parce que si on prend quelqu'un qui habite, on va dire, vous voyez où c'est l'équateur, on va prendre un des pays qui est le plus proche de l'équateur, on va prendre l'équateur. L'équateur, c'est en Afrique. Ces personnes-là, elles ont tendance à avoir du soleil toute l'année. C'est bien pour ça que du coup, elles ont une peau de couleur foncée et pas une peau de couleur claire. Parce que du coup, elles ont déjà du soleil qui vient toute l'année. Donc, si elles avaient en plus
la peau claire, le taux de vitamine D serait trop élevé. Leur peau de couleur foncée, elle va filtrer la vitamine D, donc ça va limiter le fait que, enfin, les gens qui ont la peau claire, elles ont besoin de cette vitamine D parce qu'elles ont une peau qui n'est pas assez pigmentée. Alors que les personnes de couleur foncée vont avoir déjà assez de vitamine D dans leur corps et donc elles n'ont pas besoin d'en plus recevoir la vitamine D à travers les rayons du soleil. C'est filtré par leur peau. Si maintenant cette personne elle va au pôle Nord et que au pôle Nord du coup il y a beaucoup moins de soleil, c'est pas le même ensoleillement. Le fait que le soleil tape sur sa peau, mais que sa peau est couleur foncée et donc ne laisse pas passer aussi bien les rayons du soleil, ça peut entraîner des carences et enfin, d'autres maladies, enfin, principalement des carences en vitamine D. Est-ce que vous comprenez? Non. Ça veut dire quoi, des carences? Les carences, c'est un manque de quelque chose. Ok. Par exemple, si vous faites beaucoup de sport, des fois vous pouvez vous sentir fatigué au bout d'un moment. Quand vous faites beaucoup de sport, vous vous sentez toute molle, c'est compliqué. Ben, on peut dire par exemple que vous avez une carence en sucre parce que vous avez dépensé toute votre énergie et tout votre sucre, tout le glucose du corps, il a été dépensé et on appelle ça des carences. Ok? Ok. Et donc, si cette personne elle a une carence en vitamine D, c'est pas, elle peut pas ne pas vivre là-bas, hein. Je pense que enfin, on peut quand même trouver des populations de couleurs dans les hémisphères où il fait froid. Juste, ces personnes-là, si elles sont en carence de quelque chose, elles vont recevoir des compléments alimentaires ou des médicaments pour compenser ça. Ok? Oui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Ok. Pareil, à l'inversement, j'ai aussi l'exemple en Australie. Donc l'Australie, vous voyez où c'est? Oui. Donc, les personnes, elles ont généralement la peau plus foncée que celles qui vont vivre en Scandinavie, hein, par exemple. Et donc, ça va être dû au fait que, du coup, il y a une grande concentration de mélanine sur leur peau. Et donc, cette concentration de mélanine-là, qui donne, du coup, la peau foncée, elle va protéger contre les UV intenses de la région. Ok. C'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, vous allez au soleil et vous ne mettez pas de crème solaire. Vous allez votre peau qui va devenir rouge tout de suite. Beaucoup plus pour les personnes qui sont de couleur très très blanche. Par exemple, moi, je suis très blanche. Je sais que si je vais au soleil et que je ne mets pas de crème solaire, au bout de 2 heures, je suis rouge et crevisse. Alors que ma meilleure amie qui est antillaise, elle, quand elle va au soleil, elle peut ne pas mettre de crème soleil, elle ne va pas brûler. Donc c'est juste ça, c'est quand on a une peau plus foncée, on résiste mieux aux UV du soleil, alors que quand on a une peau claire, on résiste beaucoup moins. Ok? Vous avez compris ça? Oui. Ok. Donc après, c'est juste le fait que c'est une sélection naturelle et d'adaptation. Donc c'est un petit peu pour résumer quand même ce qu'on a dit juste avant. Donc où on vous dit que le phénotype clair, c'est le résultat d'une mutation qui est aléatoire chez les Néandertaliens. Donc on n'est pas obligé de préciser chez les Néandertaliens. Là, c'est pour que vous compreniez parmi tous les exemples qu'on a fait. C'est juste que le fait qu'il y ait reproduction entre deux personnes d'origine différente, la mutation, elle est aléatoire. Soit l'enfant va avoir un allèle de mélanine, donc l'enfant va être un peu plus foncé, soit l'enfant n'a pas l'allèle de mélanine, donc il aura une peau plus claire. C'est une mutation qui est dite aléatoire. Ok? Soit donc elle est transmise, soit elle n'est pas transmise. Et cette mutation, elle va donc permettre une meilleure synthèse de la vitamine D, c'est un de ses avantages. C'est ce qu'on a dit précédemment aussi. Et que donc la sélection naturelle, elle favorise les traits en raison de l'avantage qui appartient, enfin, pour l'avantage où la personne va vivre. On va dire ça plutôt comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bon pour l'explication du petit 1? Oui. Est-ce que vous avez, enfin, le prof, il l'avait expliqué comme ça quand même en cours ou pas? Oui. Ok, donc là, si vous avez des questions dessus, à l'examen ou quoi que ce soit, vous saurez redire tout ça? Oui. Ok. Donc, bon, la conclusion, c'est, je vais pas la relire, hein, c'est exactement ce qu'on a dit juste au-dessus, sinon vous la lirez vous. Mais voilà. Donc maintenant, on va passer au 2. Donc le 2 sur votre feuille, c'est la deuxième page. Donc, où c'est l'allèle TB x 15 ou TBX15, je ne sais plus comment il est appelé. Vous l'avez appelé comment, vous, en cours? TB fois 15. Oui, on est d'accord que c'est celui-là. Moi, je ne l'ai pas vu tant que ça en cours, j'en ai entendu parler, mais moi, j'ai pas fait ça quand j'étais. On n'a pas parlé de ça, mais j'ai retrouvé les cours.
Est-ce que vous avez compris ce qu'était cet allèle? Non. Non? Bon, on va revoir aussi. Donc, là, vous, sur votre petit 2, on va chercher à savoir comment l'allèle, donc le TP x 15, il est avantageux pour des populations comme les Inuits. Les Inuits, vous voyez ce que c'est? Non. Les Inuits, c'est les populations qui vivent dans des environnements très froids. Souvent, ils vivent dans les igloos. Vous savez ce que Ah, c'est? oui. Ok, donc c'est ça ce qu'on appelle des Inuits. Donc les Inuits, ils vont vivre, on va dire, au pôle Nord ou au pôle Sud, principalement. Mais de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de vie au pôle Sud, donc c'est principalement au pôle Nord. Et donc, comment cet allèle, il a évolué? Donc cet allèle, c'est un allèle muté, comme principalement tous les allèles qu'on rencontre et qu'on étudie, on va dire. Donc, il va permettre la production des tissus adipeux bruns. Est-ce que ça, vous avez compris ce que c'était? Le tissu adipeux. Non. C'est de la graisse brune. Donc en fait, vous avez deux types de graisse. Je crois qu'il y a la graisse blanche et la graisse brune. La graisse blanche, c'est la graisse qu'on a, enfin, ou graisse rose, je ne sais plus comment elle est appelée, mais c'est la graisse qu'on gagne, on va dire, parce qu'on mange. Si vous mangez plein de sucre, plein de bonbons, plein de trucs gras, vous allez grossir. Et ça, cette graisse-là, c'est pas de la graisse bonne pour la santé. C'est de la graisse qu'il faut éliminer et qui est pas, c'est un excès de graisse qui n'est pas bon pour le corps. Alors que la graisse brune, qui est donc aussi appelée le tissu adipeux brun, c'est une graisse qui est mise sur le corps pour protéger l'individu. Donc, les Inuits, pour juste vous le résumer, il fait tellement froid là où ils sont qu'ils développent, grâce à l'allèle TB x 15, un excès de graisse brune, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez costauds, et ça va leur permettre de résister au froid. Jusque-là, vous comprenez bien? Ok. Donc, c'est un tissu qui est, donc je relis la suite, mais donc le tissu est particulièrement efficace pour conserver la chaleur. Donc, c'est l'inverse de ce que je vous ai dit, mais ça revient au même. Moi, je vous ai dit que c'est pour éviter que l'Inuit ait froid, donc ça le protège, mais en même temps, ça lui permet de garder la chaleur. C'est comme si vous mettiez sur vous 3 pulls et une grosse doudoune. Vous allez être protégé du froid, mais en même temps, vous allez garder de la chaleur. Et bien, il faut imaginer que ces 3 pulls et votre doudoune, c'est la graisse brune. Donc, c'est pas aussi épais, effectivement, hein, mais c'est pour que vous l'imaginiez bien. Donc, la graisse brune, elle va jouer un rôle important sur la thermorégulation. Est-ce que le mot thermorégulation, vous comprenez? Non. Je ne sais plus si vous l'aviez utilisé, ce mot-là, ou si c'est moi qui vous l'ai rajouté pour bien comprendre. C'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Le mot thermorégulation, c'est juste le fait que le corps, il conserve la même chaveur. Parce que vous voyez, si vous allez quelque part où il fait très froid, le corps, il va se refroidir rapidement. Au contraire, si vous allez, vous savez ce que c'est, un spa, le hammam, le sauna, les choses comme ça, vous connaissez. Oui. Quand vous allez Oui. dedans, votre corps, il va réchauffer beaucoup plus rapidement. OK? Et donc, le fait d'avoir le tissu adipeux pour les Inuits, ça permet que s'ils vont dans un endroit où il fait très froid, et ben leur corps, il permet d'être thermorégulé, c'est-à-dire de garder la même chaleur enfin, peu importe où ils vont. OK? Ok. Donc, après, on vous dit aussi que cet allèle, il a été transmis aux Homo sapiens, donc par un autre groupe euh, d'humains, donc enfin, un autre groupe, on va dire par des étrangers, comme l'exemple que je vous ai fait avant, les Français, les Italiens ou les gens du Nord, les gens des pays du Sud. Voilà. Donc, on vous donne le nom, c'est les Homo denisova. Donc, il faut juste se rappeler plus tard dans l'explication qu'il y a un mélange, donc un métissage entre Homo sapiens et Homo desinova. C'est ça que ça souligne. Donc, les Homo sapiens, avec les Homo desinova, il y a eu des relations et des métissages. Rappelez-vous ce que c'est que le métissage. Qu'est-ce que c'est? Quand il y a deux personnes de différentes nationalités qui se produisent. Ok, très bien. Donc, ce métissage-là, il a permis à des populations comme les Inuits d'acquérir des allèles avantageux. Ce qui signifie que, imaginons, si on avait gardé l'exemple où les Homo sapiens, c'est les habitants de la France. Pour vous, pour qu'il y ait ce métissage-là qui permette aux Inuits d'acquérir des allèles, les Homo desinova, ils viennent d'où?
de quelle région à peu près? Pôle Nord. Ouais, des régions où il fait déjà très froid pour que un des parents soit porteur d'un allèle de TB x 15. OK? L'avantage de cet allèle qui est muté, il va permettre aux individus de bien supporter le froid extrême. C'est ce qu'on a redit juste avant. Mais il faut bien que vous le compreniez, parce que c'est vraiment ce rôle-là de cet allèle. Ça va permettre de maintenir la température du corps stable, comme on l'a appelé tout à l'heure, le mot qui est utilisé pour garder le corps à la même température. Thermo, thermo aussi. Thermo, ré, Thermo, c'est... Non, thermorégulation. Il faut bien que vous le ah, reteniez ça. ok. Parce que je pense que si vous mettez le mot thermorégulation dans votre copie à la place de maintenir la température corporelle stable, ça vous raccourcit, vous avez 5 mots à mettre en moins et c'est un vocabulaire qui est sympa à mettre, quoi. Ok. Donc, essayez de bien le retenir. Et euh, toc toc, j'en suis où? Oui, l'exemple. Donc l'exemple, c'est un petit peu ce que je vous ai dit au-dessus, mais je préfère le relire pour bien vous compreniez. Donc les Inuits, donc on a dit que c'était les habitants qui vivaient dans les régions où il fait très froid, où je vous ai dit principalement, ils n'ont pas des maisons comme nous, hein, où si on a froid, on allume le chauffage. Eux, ils vivent dans leurs igloos. Dans les igloos, c'est de la neige, donc ils vivent continuellement dans le froid. Donc, pour se protéger, ils ont un taux de présence d'allèles, donc de TB x 15, qui est 100% de la population. Ça veut dire que tous les Inuits, il n'y en a pas un qui n'est pas porteur de cet allèle. Donc, on mesure bien que cet allèle, il est essentiel à la vie des Inuits. On peut donc supposer que, pardon, si moi ou vous, on décide d'aller vivre avec les Inuits, on ne va pas y vivre très longtemps. Je pense qu'on va vite revenir par Oui. ici parce qu'on n'a pas cet allèle-là, on n'a pas le tissu adipeux et on n'est pas prêt à vivre dans ces conditions-là. Donc, c'est pareil, ça vous dit que si, si eux, ils sont dotés de ce tissu-là, c'est que c'est indispensable à la vie dans l'environnement très froid. Pareil, hein, au contraire, si eux, ils venaient dans des régions où il fait très chaud, je pense qu'ils supporteraient pas non plus parce qu'ils ont tellement de protection contre le froid qu'un excès de chaleur, ça peut être fatal pour eux, à mon avis. Ok? Vous avez bien compris? Oui. Est-ce que les Inuits, ils ont quand même un petit peu froid? Alors ça, je sais pas, mais en tout Ah, cas, ok. je pense que oui, ils ont quand même. Je veux pas m'avancer là-dessus. Je suis pas Inuit, je ne connais pas d'Inuit, mais en tout cas, ils sont résistants au froid. Ça veut dire que si, je pense qu'au pôle Nord, il fait facilement -20, -30 degrés, je pense qu'ils sont résistants à ces -20, -30. Après, s'il fait -100 degrés, je suis pas sûre que ils aient chaud, quoi. Mais voilà, savoir s'ils ont froid ou pas, je ne peux pas m'avancer vraiment dessus. Donc, l'allèle TB x 15, comme je vous ai dit juste avant, si les Inuits ils décidaient d'aller vivre dans des régions où il faisait chaud, je lui ai dit que ça serait compliqué pour eux. Et là où on peut, je ne vais pas dire être sûr, mais le remarquer par des recherches scientifiques, c'est que si on cherche sur les habitants, les personnes qui habitent en Afrique, il n'y a aucune personne qui a un gène, enfin un allèle TB x 15. Il n'est pas présent en Afrique parce que du coup les températures elles sont trop chaudes et que du coup ça ne sert à rien d'avoir cette protection, cette protection-là. Est-ce que vous comprenez bien? Oui, oui. Vous voyez, après j'ai marqué, en revanche, il a été transmis aux populations qui vivent dans des régions froides, donc dans certains parties de la Chine où du coup vivaient les Dénisoviens, donc c'est ceux qui étaient provenant du métissage, où on avait dit juste avant, vous vous souvenez, ici. Les Homo desinova, je vous avais dit, ils ont fait un métissage avec les Homo sapiens. Vous vous souvenez de ça? Oui. Juste avant. Et je vous ai dit, si on devait dire d'où venaient les Homo desinova, ils viendraient d'où? Vous m'avez dit du pôle Nord. Donc, du pôle Nord ou pas, d'une région où il fait froid. Donc, c'est correct. Et on le sait maintenant ici parce que ça nous l'est dit que dans certains pays, dans certaines pardon, régions de Chine, où il fait froid,
c'est là que proviennent les Désénoviens. Donc, on avait une bonne hypothèse de se dire que les Désénoviens venaient d'une région où il faisait froid. Et donc, c'est eux qui sont porteurs de l'allèle TB-15 et qui l'ont transmis à leurs enfants avec le métissage des Homo sapiens. Vous comprenez? Oui. Ok. Tac, tac, tac. Donc, à travers le métissage entre les Homo sapiens, donc c'est ce que j'ai dit. La conclusion, c'est pareil, c'est juste pour récapituler tout ça. Est-ce que là, vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'est compris? Oui. Pas de questions? Non. Ok. Maintenant, donc, c'est la tolérance au lactose et élevage. Toc, toc, toc. Sur votre cours à vous, je le reprends en même temps. C'est du coup la page 3, il me semble. Ouais. Vous l'avez? Oui. Ok. Donc, la tolérance au lactose. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le lactose? Non, ça. Le lactose, c'est, autrement dit, c'est le lait en fait. C'est une enzyme qui est présente dans le lait. Ok. Les personnes qui sont intolérantes au lactose, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, intolérance? Digère pas bien. Ouais, intolérance, c'est ne pas digérer. Donc, intolérance au lactose, c'est pas digérer de lait. Donc, c'est pour ça que des fois, vous avez des gens qui ne boivent pas de lait parce qu'ils sont intolérants au lactose. Sur le corps, ça peut, en général, c'est pas grave, juste ça va donner des ballonnements ou des diarrhées, probablement pas trop de vomissements, mais dans les cas les plus graves, oui, je pense qu'il y a des vomissements. Pareil, il y a des gens qui vont être allergiques, intolérantes aux protéines animales, donc certaines protéines de viande ou autres, ou aux œufs aussi. Enfin, il y a énormément d'intolérances dues du coup aux enzymes à proprement parler de ces aliments-là. Mais là, on va parler de lactose. Donc, un gène lactase, donc c'est un petit peu ce que je vous ai dit juste avant, ça va être responsable de la production de l'enzyme lactase. L'enzyme lactase, du coup, c'est l'enzyme qui est présente dans le lait et qui va permettre de digérer le lactose. Le lactose en lui-même, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. C'est une protéine aussi? C'est une protéine qui est dans le Oui. lait. Oui. En fait, c'est le sucre du lait. Ok. D'accord? Je ne sais pas s'il existe du lait avec moins de lactose. Je pense que oui, mais j'en suis pas sûre. Mais c'est possible que du coup, les personnes qui sont intolérantes au lait ou au lactose, si elles boivent du lait avec un degré inférieur au lactose, elles puissent en boire. Mais je suis pas sûre de ça, mais potentiellement oui. Ok. Donc, cette enzyme elle va décomposer le lactose en deux sucres simples, le glucose et le galactose. Ça, c'est ce que vous avez un peu fait en schéma. Vous avez le tableau là. Enfin, vous le voyez, vous l'avez sur votre cours? Oui. Ok, ça c'est juste ça, ce que vous avez écrit là, GLC et GAL, donc c'est glucose et galactose. La formation donc du lactose, c'est la liaison du sucre du glucose et du sucre de galactose. Ça va former le lactose. C'est juste de la chimie, ça. Et donc, ces deux protéines, glucose et lactose, elles peuvent être absorbées par l'intestin. Et donc, c'est ça qui va être aussi utilisé comme source d'énergie. Parce que, est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est la source d'énergie? Quelle est la source principale de l'énergie? Le sucre? Ouais, le sucre. Donc, le sucre, c'est le glucose. Oui. Autrement dit, aussi, on l'appelle ATP. Donc, la source d'énergie, c'est le glucose. Et c'est ça qui passe à travers les intestins et qui nous donne l'énergie. Donc, normalement, le gène lactase, il est actif chez les nourrissons. Pourquoi est-ce qu'il est actif chez les nourrissons? Parce que souvent, les nourrissons, ils boivent que du lait, essentiellement. Que ce soit du lait maternel au sein de la maman ou le lait en poudre qui est similaire au lait maternel, juste il n'a pas le même goût et pas autant Enfin, il n'est pas autant nutritif, ouais, nutritif, mais c'est la principale source de nutrition des bébés. Et en général, les humains, une fois qu'ils sont devenus bien adultes, enfin bien adultes, adultes c'est sûr, mais on va dire à partir de 5, 6, 7 ans, on boit moins de lait et donc on commence à devenir intolérant au lactose.
Vous allez me dire, mais pas tout le monde, parce que je pense que vous, peut-être, vous buvez du lait, moi, je bois du lait et j'ai pas de problème non plus. Et donc ça, c'est dû à justement des mutations avantageuses, et on va en parler juste après. Mais normalement, il faut retenir que le gène lactase, il est pour les nourrissons, et que donc à partir de 5, 6, 7 ans, quand on arrête de boire du lait, on développe une intolérance au lactose. Ça, c'est ce qui est normalement, enfin, comment est normalement produit, fabriqué le corps, on va dire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Maintenant, il y a beaucoup d'années, il y a eu l'agriculture et l'élevage. Vous voyez un petit peu ce que c'est. Enfin, on va dire, on va prendre le Moyen Âge. Là, c'est écrit la période des néolithiques. J'avoue que l'histoire et les dates, je ne sais plus trop exactement à quel siècle c'était. Mais on va dire dans le temps, quand il y avait beaucoup d'élevage, les gens qui faisaient de l'élevage, ils avaient, imaginons, des vaches. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs vaches? Ils récupéraient le lait, ils faisaient du fromage avec, de la crème, du beurre, enfin, ils fabriquaient les matières premières. Et soit ils les vendaient, soit dans tous les cas, ils les consommaient parce que c'était leur source principale d'alimentation. Donc le lait, le beurre, le fromage, et puis bah, la viande de leurs animaux par la suite. Donc ces agriculteurs-là, ils avaient que ça pour vivre toute leur vie. Donc toute leur vie, même au-delà des 6, 7 ans, ils buvaient et ils mangeaient et ils consommaient des produits laitiers. De ce fait-là, ça a permis à leur corps d'avoir la capacité de digérer du lait tout au long de leur vie. Et donc, c'est une mutation à caractère évolutif et avantageux. Et donc, on appelle ça aussi une mutation génétique. Est-ce que jusque-là, vous suivez ou je vous ai perdu? Non. Vous êtes sûr? Oui. Donc, mince, j'en suis où? Oui, la mutation génétique, elle a donc permis aux humains de ne pas avoir d'intolérance au lactose. Parce que si tu as une intolérance au lactose alors que tous les jours tu bois du lait, c'est pas normal. Le corps, il s'est adapté au fait que l'humain mangeait tous les jours et consommait tous les jours du produit laitier, donc avec du lactose. Et donc, il n'y a pas d'intolérance parce que le corps reçoit la même quantité tous les jours. Ça a donc permis que toute personne de tout âge puisse continuer à digérer du lait. De plus, cette mutation, elle s'est avérée être avantageuse parce que le lait, on l'a dit tout à l'heure, c'est une ressource riche en sources, enfin, en énergie. Elle est aussi riche en nutriments. Et si les humains de cette époque-là n'avaient plus accès, enfin ne pouvaient plus par leur intolérance à consommer ces aliments-là, ça aurait été très compliqué pour eux de vivre à cette époque-là. Vous comprenez? Oui. Donc, le lait, il a aussi des pouvoirs pour pouvoir métaboliser le lait, c'est devenu des atouts pour le corps, principalement du coup dans les familles où il y avait des agriculteurs ou des produisants ou des agriculteurs qui produisaient des produits laitiers et qui en consommaient tous les jours. OK? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on continue de pouvoir boire du lait? Donc, pas tout le monde, effectivement, il y a certaines personnes qui malheureusement ont des intolérances. Et là, j'ai pas la réponse exacte de comment ça se fait que ces personnes-là sont intolérantes, à part vous dire que c'est dû à l'enzyme qui reconnaît pas bien le lactose. Mais en général, les populations, enfin beaucoup de populations, peuvent encore digérer du lait tout au long de leur vie, encore aujourd'hui. Donc ça c'est dû à la sélection naturelle qui était due à la mutation génétique. Vous comprenez? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Il n'y a pas de questions? Non. Ok. Donc, la mutation génétique, dite sélection naturelle, elle offre un avantage nutritionnel dans toutes les sociétés où on produisait du lait, ou même encore aujourd'hui, les personnes qui consomment du lait tous les jours, qui aiment consommer du lait, si on avait une intolérance au lactose, ça serait problématique. OK? Oui. Pas de questions sur du coup l'intolérance, enfin la tolérance au lactose? Non. OK. Hop. Et donc la fin, du coup, c'est le petit 4. Je pense que vous ne l'aviez pas totalement fini en cours, parce que vous n'avez pas la fin, vous n'avez pas la petite conclusion et tout ça, mais du coup, c'est pas grave, on va quand même en parler un petit peu. OK? Mm. Donc c'est l'allèle TLR et donc résistance à la peste. Est-ce que vous avez déjà un petit peu parlé de ce qu'était que le TLR?
Mmh. Vous n'avez pas compris ou vous en avez parlé, mais pas top. Mutation. C'est Une mutation. c'est pas vraiment, enfin, OK. c'est pas vraiment une mutation, c'est un récepteur qui est, enfin, oui, c'est une mutation d'un récepteur, mais qui actuellement n'est plus muté, il est présent tout le temps. Donc, en fait, c'est juste que là, il va falloir que là-dessus, vous compreniez comment la mutation génétique, qui est donc liée à la résistance de la peste, donc le TLR, il a été muté pour résister à la peste, il est favorisé dans certaines populations européennes, et en plus, il nous protège encore aujourd'hui contre certaines maladies. Donc, le TLR, c'est un allèle qui va faire référence à un récepteur dans le système immunitaire qu'on appelle le Toll-like récepteur. Le système immunitaire, vous voyez ce que c'est ou pas? C'est important de comprendre ce que c'est pour bien comprendre où est situé le TLR. Non, du coup. Le système immunitaire, c'est par exemple, vous attrapez la grippe. Vous attrapez la grippe, vous allez avoir des symptômes de grippe, vous allez avoir mal à la gorge, vous allez tousser, vous allez avoir de la fièvre, tous les symptômes inflammatoires du corps. Le TLR, il va être là pour reconnaître toutes les cellules anormales. Alors pas toutes, mais une grande partie des cellules anormales, et pour après appeler d'autres récepteurs du corps. Donc les récepteurs, c'est juste, enfin, il y a énormément de récepteurs, mais par exemple, il peut appeler les neutrophiles. Est-ce que vous avez déjà un petit peu parlé des neutrophiles? Vous savez ce que c'est? Non, non plus. Les neutrophiles, c'est les globules rouges enfin, c'est une partie des globules du corps qui ont un rôle dans la destruction des pathogènes. Donc dans les pathogènes, vous comprenez le mot ou pas? Mmh, pas trop. Pathogène, c'est la réaction, enfin, vous avez une infection dans le corps, et on va dire toutes les petites bactéries du corps, elles sont grignotées par les neutrophiles et d'autres aussi, d'autres cellules qui peuvent le faire. Mais donc, le TLR, il est essentiel dans les récepteurs du système immunitaire parce que c'est lui qui va détecter là où il y a des problèmes dans le corps pour ensuite résoudre le problème. Est-ce que vous comprenez? Oui, Oui? Sûr? oui. Ok. Donc, cet allèle TLR, il va permettre de produire une protéine qui va donc aider à lutter contre les bactéries qui vont être responsables de la peste. Moi, je vous ai donné l'exemple de la grippe, où je vous dis, il va reconnaître les cellules grippales et il va faire en sorte de les détruire pour qu'on guérisse. Ben là, c'est la même chose. Il joue aussi, premièrement, le TLR, il a été muté pour lutter contre les bactéries responsables de la peste. La peste, c'est quoi? Vous vous souvenez? C'est une maladie. Ouais, c'est une maladie infectieuse et à l'époque, c'était très mortel. La peste, quand tu étais atteint de la peste, tu mourais dans 99% des cas. Donc, l'allèle TLR, il va permettre donc l'expression de la protéine qui va donc neutraliser, c'est-à-dire tuer la bactérie qui est responsable de la peste. Cet allèle, il va aider à la synthèse immunitaire, c'est-à-dire à reconnaître et à éliminer la bactérie de manière la plus efficace pour qu'on soit guéri le plus vite possible. Vous comprenez? Non. Ok. Cet allèle-là, on a vu qu'il fonctionnait bien sur la peste, et donc sur le corps, il s'est dit, oh bah c'est bien, ça peut soigner certaines maladies. Donc cet allèle, il est resté sur le corps, il n'a pas disparu. Il est resté, et c'est devenu donc un allèle à caractère avantage évolutif, c'est-à-dire que au lieu de disparaître, il a évolué dans le temps, et au lieu de protéger que la peste, il a aussi protégé d'autres maladies. Donc, les individus qui sont porteurs de l'allèle TLR, ils vont avoir plus de chances de survivre déjà, par exemple, à la peste, parce que premièrement, c'est pour ça que le TLR, il existe, mais aussi à d'autres maladies, par exemple, on va dire le coronavirus, la grippe, une angine, enfin, toutes ces petites choses-là virales, le TLR, il peut venir et protéger certaines maladies. Vous comprenez? Ok. Donc, c'est pour ça qu'on appelle à caractère évolutif, c'est parce que du coup, il était là à un moment donné, il n'a pas disparu, mais en plus, il protège d'autres maladies maintenant. Ok. Ok. Oui. À la suite de la peste, donc les individus qui étaient porteurs de cet allèle, ils ont en général survécu à l'épidémie. Et donc, du coup, c'est ce que je vous ai dit, c'est devenu un caractère évolutif et ça s'est transmis à leurs descendants. C'est-à-dire que tous les descendants ont évolué avec cet allèle TLR. Et donc, ça a permis de continuer de transmettre cette mutation et d'améliorer
la performance de l'allèle TLR. OK? On remarque qu'il est plus fréquent dans les populations européennes parce que c'est ces populations-là qui ont été le plus touchées par la peste. OK? Et donc la suite, c'est que bon, de nos jours, la peste n'existe plus ou de manière significative, elle ne tue plus les gens. Mais donc l'allèle TLR, il a continué de persister dans les populations modernes, donc c'est ce que je vous ai dit, et donc il protège aujourd'hui contre d'autres maladies infectieuses. Et ça, c'est important de le retenir. Si vous continuez de faire des études scientifiques, vous en reparlerez forcément de l'allèle TLR parce qu'il est hyper important dans la défense immunitaire générale du corps. OK? Oui, Est-ce que vous avez des questions? non. Sûr? Parce qu'il nous Non. reste 8 minutes. Euh, Là, vous avez tout compris. Si je vous pose des questions, vous savez me répondre 100%? à 100%, mais oui. Bah, on va essayer. Alors, je vais retourner un petit peu dessus, comme ça, vous avez quand même le cours sous les yeux. Mais alors, qu'est-ce que je peux vous poser comme question? Si on reprend donc la mélanine, je vous donne un exemple et vous m'expliquez le procédé. Je suis une personne d'origine suédoise et je suis de couleur blanche, claire, très claire. Est-ce que j'ai beaucoup de mélanine ou pas beaucoup de mélanine? Enfin, oui. Est-ce que j'ai beaucoup ou pas beaucoup de mélanine? Pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de mélanine. Pourquoi? Oui, parce que bah, il y a une peau claire, donc ça veut dire que elle a pas beaucoup de mélanine. Parce Ok. que dans J'ai sa une peau peau, il n'y a claire, pas donc j'ai beaucoup de pas beaucoup de mélanine. Ouais. Euh, mais est-ce que j'ai des allèles de mélanine qui vont me permettre d'acquérir certaines choses? oui. Oui, Non? oui, Oui ou non? oui. Oui, pourquoi? Bah, celui qui peut protéger du froid. Alors, c'est pas vraiment. Enfin, oui, c'est du froid, mais c'est pas vraiment du froid. C'est plus avec le soleil, rappelez-vous. Oui. Il va protéger pour pas que ça brûle et tout. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Le fait que j'ai ma peau blanche, Mm. j'ai mes allèles, euh, mes allèles de mélanine qui me protègent Mm. contre quoi? Le soleil. Le soleil. Et le soleil, c'est la vitamine quoi? D. La vitamine D. Ok. Maintenant, si je suis une personne, euh, j'ai essayé je reprends les mêmes exemples, mais c'est pour que vous soyez sûr d'avoir bien compris. Je vis en Australie, j'ai la peau quelle couleur? Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? L'Australie, faut foncer. Ouais. Il y a beaucoup de présence d'UV de soleil. Il y a beaucoup de... Présence d'UV de soleil toute l'année. Ok. Et du coup, il va avoir beaucoup de mélanine. Ouais, donc ma peau Ouais. a une couche de mélanine assez épaisse. Ouais. Et j'ai oublié la question que je voulais poser par rapport à ça. Si je vais au pôle Nord, qu'est-ce qui se passe? Bah, on n'est pas habitué Ouais, parce qu'on n'a pas l'allèle adapté. ouais. Alors, c'est pas qu'on n'a pas l'allèle adapté. Ah, L'allèle de mélanine, tout le monde l'a. C'est ah, juste qu'il est plus présent dans certaines populations que dans d'autres. ok. Ok, c'est juste que si, du coup, la personne de couleur foncée va vivre, si je parle pas de partir en vacances, hein, quand tu pars en vacances 15 jours, c'est pas grave, hein, à la limite, tu prendras un petit peu de vitamine D quand tu rentreras de tes vacances ou quand tu y vas, mais c'est quelqu'un qui va vivre à l'année là-bas, ou sur plusieurs années, où là, lui, il peut avoir des problèmes, des carences ou des choses comme ça. Ok? Si on prend donc l'allèle du TB x 15 que je suis et que imaginons c'est toi, enfin c'est vous, qu'allez vivre au pôle Nord. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vivre avec les Inuits. Mhm. Est-ce que vous voulez vivre avec les Inuits? Pardon, hein? On est protégé du froid. C'est nous qui protège du froid. Vous êtes protégé du froid? Bah, non, les Inuits.
Les Inuits. Donc, si vous allez vivre avec les Inuits, Ah, on n'est pas protégé du froid. ouais, donc est-ce que vous pouvez vivre avec eux? Non, non. Non, ok. Si maintenant il y a un Inuit qui décide de venir vivre à Marseille, qu'est-ce qui se passe? Bah, attends, la température est trop élevée pour lui. Ouais. Donc, Et du on ne coup, sait pas exactement comment il réagira par rapport à cette température-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fait qu'il ait la couche de graisse brune, là, de tissu adipeux brun, c'est épais pour sa peau et ça le protège du froid. Sauf que s'il vient dans un endroit où le climat est plus élevé que l'origine, il peut être en mauvaise santé parce que du coup, il fera trop chaud là où il est. OK? Et donc, toc, toc, toc. Euh, pour ce qui est du coup du lactose, euh, bah, en soi, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions là-dessus, à part vous demander comment est-ce qu'est fait, enfin, quelles sont les deux protéines, enfin, les deux enzymes qui vont, enfin, non, pardon, les deux protéines qui vont former l'enzyme lactase. Glucose Ouais. galactase plutôt. Galactase. Glucose égale lactose, Galactose. effectivement. Qu'est-ce que c'est que le lactose? C'est un enzyme du lait. Ouais, c'est le sucre qui est principalement dans le lait, et donc c'est un enzyme du lait. OK. Et c'est quoi, quel est l'avantage de la... enfin, comment je peux formuler ça? On a dit que sur les générations, enfin, normalement, le corps, il n'est pas censé digérer le lait au-delà de 7 ans. Comment on appelle le fait que maintenant, on puisse digérer le lait depuis que nos ancêtres ont pu le digérer du fait qu'ils étaient agriculteurs? On appelle ça comment? L'évolution. Ouais, c'est une évolution. Elle est comment, cette évolution? Avantageuse. Ouais, c'est une évolution qui est avantageuse. Et la mutation, elle est comment? Avantageuse aussi. Une mutation avantageuse. Mais comme elle touche toute la descendance, on appelle ça comment? Ah, ça a coupé. C'est une mutation qui touche toute la descendance. On appelle ça comment? Ah, une mutation génétique. Ouais, parfait. Ok. Bah, ce que je vous propose, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et du coup, on se voit la semaine prochaine. Si jamais vous voulez avancer l'heure du cours, vous n'hésitez pas. Là, moi, sur les 15 jours qui suivent, je suis disponible quasiment tous les jours, toute la journée. D'accord. Si vous voulez modifier l'heure, il n'y a pas de souci sur les 15 jours qui suivent. D'accord. Ok? Il D'accord. Merci. n'y a pas de Merci. quoi. Bonne soirée à Bonne vous. Au soirée, revoir. au revoir.